Je vais peut-être pas vous présenter parce que tout le monde vous connaît en tout cas. Vous êtes un auteur à juste titre très, très connu, mais vous voulez peut-être savoir pourquoi Guy Delisle est venu ce soir vous parler de voyage. Eh bien tout simplement parce que c'est un de nos lecteurs, et peut-être même fidèle lecteur, on le voit assez souvent dans le bâtiment venir consulter nos merveilleuses collections. Et du coup, on lui a demandé s'il accepterait de participer au très beau projet autour des livres de voyage, ce que vous avez volontiers accepté. Et donc, Guy Delisle est un des acteurs de l'exposition qui vous est proposée au 3e étage sur les voyages. Il va sans doute nous parler de cette expérience-là, car il a accepté de témoigner sur un des documents qui est exposé dans cette exposition et qui parle d'un photographe qui s'appelle Bonfils, qui a voyagé vers Jérusalem, qui je crois est une ville que vous connaissez bien. Il y a également d'autres... Alors, c'est pas mon portable, c'est mon téléphone professionnel. Donc, ils attendront que j'ai fini. Je suis le cadre de permanence ce soir, donc il faut que je réponde à plusieurs fronts. Voilà, je disais, donc Guy Delisle a accepté de témoigner sur un des exemplaires présentés là-haut, un album de photographie de Bonfils. Et du coup, on l'a encore sollicité pour lui demander s'il accepterait de venir vous présenter ce témoignage-là et je crois votre dernier album. Merci. Merci d'être venu. Donc, c'est dans le cadre de voyage, donc de l'expo qui est au 3e étage, que je vous recommande, qui est très joli. Donc, moi, je viens en voisin, parce que j'habite à Montpellier. Alors, ce soir, ce que j'avais envie de faire, et je viens à la médiathèque quasiment toutes les semaines, j'ai ma carte et les 2 cartes des enfants qui sont toujours plein de réservations. Donc ce que je pensais faire ce soir, comme le thème c'est le voyage, c'est de parler de mes albums qui traitent du voyage. Donc c'est les albums que j'ai faits qui sont le plus connus, donc Shenzhen, Pyongyang, Chronique de Jérusalem et Chronique Birman, à peu près pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et je vais faire une petite présentation de moi avant. J'ai apporté mon ordi, donc je vais être obligé de m'asseoir pour passer les images en même temps que je vais parler. Ce qui n'est pas extrêmement, voilà, ce qui n'est pas parfait comme situation, mais la bande dessinée a l'avantage d'être un mix de dessin et de texte, et donc ce serait dommage de se priver d'avoir un écran et d'avoir une image dans cette très jolie salle que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis content de la découvrir ce soir. Et après, s'il y a des questions dans le public auxquelles je n'ai pas répondu, je passerai. Et je me disais, comme moi, donc j'habite Montpellier, je travaille ici, j'ai un atelier sur la rue de l'Université que je partage avec des camarades qui font des dessins. Et je me disais tout à l'heure, en bossant sur la page 66 de mon prochain album, tiens, je pourrais peut-être montrer quelques extraits ce soir pour vous parler un petit peu de ce que je suis en train de faire, parce que bon, c'est de l'actualité, c'est intéressant. Donc je vais m'asseoir là et je vais passer les premières images. Donc moi, je fais de la bande dessinée aujourd'hui, mais j'ai commencé dans le dessin animé, il y a une dizaine d'années. J'ai travaillé dans le dessin animé 10 ans, et petit à petit, j'ai commencé à faire... C'est ce qui m'a permis de voyager, parce que moi, je viens du Québec, je suis québécois. Bon, j'ai perdu l'accent, ça a fondu au soleil de Montpellier. Ça revient un petit peu si je bois beaucoup d'alcool. Et voilà, donc j'ai d'abord trouvé un métier, c'est-à-dire que le dessin animé, parce que vivre de la bande dessinée, voilà, c'est pas facile. Donc je m'étais toujours dit ça. J'ai travaillé dans l'animation 10 ans. Je suis venu en Europe, donc en France, comme tout bon Québécois, sac à dos. On a tous envie de venir visiter les vieux pays. Et voilà, il se trouve que je suis resté plus longtemps que prévu. Et maintenant, voilà, c'est ma ville d'adoption et mon pays d'adoption, c'est la France. Donc voilà, j'ai toujours l'impression de voyager. Donc c'est pour ça que ce thème du voyage correspond très bien à un peu mon itinéraire, parce que je suis parti du Québec, je suis venu d'abord en Allemagne, j'ai travaillé 1 an dans l'animation, et après à Montpellier, en France. Et encore aujourd'hui, des fois, quand je me promène dans les rues de Montpellier, j'ai l'impression de toujours voyager, ce qui est assez agréable. Donc, je vais vous parler de mes histoires de voyage, comment ils sont arrivés à ça. C'est-à-dire qu'en arrivant dans le dessin animé, pendant 10 ans, le métier a fondu comme neige au soleil. C'est-à-dire qu'il y avait des studios de 30-40 personnes en Allemagne. À Montpellier, il y avait 3 studios. Il y avait Praxinoscope, il y avait...
la fabrique pour laquelle j'ai travaillé et qui était divisée en deux. Puis il y a eu un moment Mediasis. Donc il y avait des studios, il y avait beaucoup de gens. Donc moi j'ai travaillé avec plusieurs studios, un à Valence aussi. Donc c'était, ils employaient, je sais pas, 30, 40, 50 personnes parce que l'animation ça demande beaucoup de gens. Donc à un moment tout ça a été, il y a eu la jolie mondialisation qui a absorbé tout ça. L'animation s'est faite de plus en plus à l'étranger, au Vietnam, en Inde, en Corée et un peu partout. Et donc moi, les gens avec qui je travaillais dans le dessin animé sont devenus profs, sont devenus... Voilà, il y a eu plein de trucs, il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup ont changé complètement de travail. Et moi, j'ai été appelé à faire du storyboard, et après, j'ai fait de l'enseignement. On a monté un studio d'animation à La Réunion à un moment. Donc voilà, il y avait plein de boulot comme ça. J'ai travaillé dans le jeu vidéo à Ubisoft ici, et puis je commençais à faire un petit peu de bande dessinée petit à petit, et on m'a appelé pour sous-traiter pour aller en Chine d'abord. Bon, je suis allé 2 fois en Chine, et là c'était, voilà, je représentais le client et je m'assurais que la qualité du travail correspondait à ce que voulait le client, c'est-à-dire j'ai travaillé pour France 3, TF1, des choses comme ça. C'était de l'animation de séries qu'on voyait le samedi matin. C'était pas, je travaillais pas sur des trucs, pas souvent sur des trucs de grande qualité comme le sont les longs métrages ou Disney. Donc je me retrouve en Chine. Il se trouve que je prenais beaucoup de notes à cette époque-là. Non, je prenais pas des notes. Je me suis dit, je vais prendre des notes parce que j'étais déjà allé une fois en Chine pour sous-traiter, en fait. Et ça avait été une expérience qui était assez chouette, assez compliquée. Et puis il y avait plein de choses. Et j'avais pas pris de notes. Et quand je suis retourné pour le même travail dans une autre ville 3 ans après, je me suis dit, tiens, ce coup-là, je vais prendre des notes parce que c'est quand même dommage, moi qui ai une très mauvaise mémoire, de tout oublier après avoir voyagé comme ça dans un pays qui est si exotique que la Chine, en 97, 95, qui était en train de s'ouvrir, d'exploser, de se construire à toute vitesse. C'était quand même, c'était assez intéressant de voir ça. Donc, en revenant, voilà, tout ça, ça m'amène à mon premier album qui s'appelle Shenzhen et qui est en fait, qui est le résultat des notes que j'ai prises. C'est-à-dire qu'en revenant... Ah, ça marchait pas mal tout à l'heure. Là, ça marche plus. Bon. Ah, si, ça y est, on y est. Voilà. Donc, en revenant de Chine, je me rends compte que je faisais déjà un petit peu d'animation. J'avais commencé. Et je faisais des histoires courtes dans un magazine qui s'appelle Lapin, qui venait du monde indépendant, qui commençait à peine avec des petits éditeurs. À l'époque, il y en avait très très peu. Il y avait l'Association, il y avait Cornelius, il y avait Go Comics, très peu de petits éditeurs. Et moi, j'avais un peu arrêté de lire de la bande dessinée, mais quand j'ai vu ce que faisaient ces gens-là, qui étaient finalement des gens de mon âge, qui faisaient de la bande dessinée pour les gens de mon âge, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse en fait, la narration qu'utilisaient des David Bay, des Lewis Trondheim, qui étaient vraiment, à l'époque, ils défrichaient plein de trucs, en fait. Donc j'avais envie de participer à ça, je leur envoyais des histoires courtes, j'ai eu la chance d'être pris, et j'ai travaillé avec eux à distance, tout le temps, en étant à Montpellier ou en ayant... Et en revenant de Chine, je relisais mes notes et je me disais, tiens, ce serait intéressant de me mettre dedans, de dessiner... moi, avec quelques petites anecdotes. Donc, je commence à en faire une partie dans le magazine. Ça plaît beaucoup aux gens. Ça me plaît beaucoup de le faire aussi. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être faire un livre. Donc, on a commencé à le publier dans ce magazine. Et à un moment, j'ai arrêté de le publier dans ce magazine qui s'appelait Lapin, qui a vu passer tous les grands de la bande dessinée aujourd'hui, hein, les Blin, les Bloch, les Ryan Satouf, tous ils sont passés par là. Donc c'était assez passionnant à cette époque-là, parce que moi je les ai tous croisés, et maintenant je vois leur carrière aller voilà, grossir ou changer, de voir, ah ouais tiens, Riyad à l'époque, il n'emmenait pas large, c'était autre chose. Et voilà, donc c'est passionnant d'avoir été dans ce mouvement-là. Et maintenant, voilà, il a explosé et puis il a fait des petits, comme on dit au Québec. C'est-à-dire qu'il y a des grosses maisons d'édition maintenant qui font de l'indépendant, qui n'en faisaient pas. Moi, quand je suis arrivé avec mon premier livre, donc celui-là, Shenzhen, je savais que si j'allais chez Casterman, Dargaud ou les gros, ils ne faisaient pas du petit livre, ils ne faisaient pas du petit livre en noir et blanc, et les histoires de quelqu'un qui galère un peu en Chine, ça ne les intéressait pas, en fait, ça n'avait pas été fait. Donc, alors que dans les trucs indépendants, c'était déjà fait. En fait, moi, je n'ai pas complètement inventé le style. Je me rappelle de Menu, Jean-Christophe Menu, qui avait fait ses vacances en Norvège avec sa belle famille et qui racontait tout ça au quotidien en faisant des croquis. Je me disais, voilà une façon
une narration intéressante. On fait utiliser le dessin comme croquis au quotidien. Et je me dis, on peut faire plein de trucs différents. Ce qui a été fait maintenant. Et donc voilà, ce mouvement d'indépendant a changé quand même beaucoup de choses dans le monde de la BD. Et ça a été ma première bande dessinée. Et je me disais, je pense pas que je vais faire beaucoup de bandes dessinées comme ça. Ça m'avait plu pourtant, donc je me suis dit voyons voir. Il se trouve qu'après avoir travaillé en Chine comme ça à Shenzhen et avoir fait un livre, bon, qui a été vendu à 2000 exemplaires pour l'association à l'époque, ils avaient vendu leur stock, c'était quand même super, c'était vraiment une bonne vente pour eux. C'était en 98, 99 peut-être, ça c'était au tout début. Donc on m'a après convié à travailler au Vietnam pour faire la même chose, donc le dessin animé, superviser l'animation dans un dessin animé. Donc je me dis, banco, je vais aller au Vietnam, je vais prendre des notes et je vais revenir et je ferai un bouquin avec ça, parce que le faire sur place quand on travaille voilà, 6 jours sur 7, comme c'était le cas en Chine, c'est assez compliqué. Donc je vais au Vietnam, je prends des notes, il se trouve que je rencontre des franco-vietnamiens qui étaient très drôles, le studio marche très très bien, ils avaient un rapport avec les étrangers qui était beaucoup plus habituel, parce qu'il y a une grande présence étrangère à Saigon. Et donc voilà, tout se passe bien, ce qui fait qu'en revenant, je lis mes notes, et ma foi, tout ça ressemblait à une espèce de joyeux pique-nique où tout le monde s'amuse. Et moi, je ne trouvais pas matière à raconter une histoire là-dedans. Il me fallait un peu plus. Je n'étais resté qu'un mois et demi. J'avais ma petite moto et je me prenais dans le trafic à Saigon. C'était super. Mais à part, voilà, j'avais pas grand-chose à raconter autre que ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas parce que je vais 2 mois quelque part que j'aurai forcément un livre à raconter. Donc, méfions-nous. Et voilà, je vais pas tirer sur la corde. J'avais envie de faire un livre. J'en ai fait un, très bien. Il se trouve qu'un peu plus tard, voilà, le dessin animé évolue, la sous-traitance évolue. Et on envoyait à l'époque, aujourd'hui ça paraît extrêmement curieux, mais beaucoup de gens en Corée du Nord, parce que toute l'Asie a une tradition d'animation qui est très très forte, la Corée du Nord aussi, la Corée du Nord, et ils ont un studio toujours, je crois, et en fait il y avait un gars qui se promenait au festival d'Annecy d'animation et qui passait sa carte et qui disait on fait de la sous-traitance nous aussi comme les Chinois de qualité, venez chez nous, etc. C'est ce qu'on m'a raconté, moi je l'ai pas vécu, mais après il y a beaucoup de gens qui sont allés en Corée du Nord. Moi quand j'y étais, donc j'y vais pendant 2 mois, j'étais là en 2001, ouais, c'était avant que la Corée devienne un espèce de pays extrêmement... on n'en parlait pas, c'était un pays qui était ignoré, c'était avant septembre 2001, voilà. Donc c'était pas encore l'axe du mal, les pays voyous et tout ça, c'était juste un pays dont personne connaissait, personne n'était allé, et voilà. Sauf que moi, je connaissais des gens dans le dessin animé qui étaient allés là-bas, c'est curieux, mais je connais au moins 5-6 gars qui sont allés là-bas et qui ont supervisé, qui me disaient il n'y a rien à faire, c'est chiant, heureusement que j'avais apporté des jeux vidéo avec moi et tout ça. Et je me disais, mais tu te rends compte, c'est quand même le pays le plus fermé au monde. Moi, ça m'avait toujours fasciné. Je me rappelle qu'à l'époque, sur la carte, dans ma chambre, il y avait l'Albanie et la Corée du Nord qui étaient des espèces d'endroits où on ne pouvait pas aller. Je trouvais ça extrêmement fascinant. Donc, je me retrouve en Corée du Nord et je me suis dit, bon, voyons voir, je vais prendre des notes et on verra s'il y a quelque chose à raconter après, parce que je sais pas de quoi ce pays a l'air. Donc, en arrivant là-bas, le premier jour, ouais, j'ai des extraits, j'arrive ça c'est l'aéroport, donc on voit les gens en silhouette parce qu'il n'y a pas d'électricité dans l'aéroport, ce qui en dit beaucoup sur la situation du pays. Et je rencontre quelqu'un et en fait ça va être mon guide. Je serai en permanence suivi là-bas par mon guide et mon interprète et le chauffeur qui m'apporte des fleurs. Donc c'est gentil. Mais je savais ce que c'était parce qu'on m'avait briefé avant, on va te donner des fleurs, tu verras. Et on me dit, on va pas passer tout de suite à l'hôtel, on va d'abord aller faire un tour sur la petite colline pour avoir une jolie vue sur la ville. Donc je savais où on allait, c'est-à-dire qu'on me raconte ça dans la voiture, on allait devant la statue de Kim Jong-il. Maintenant, ça c'est le grand-père, et maintenant il y a le fils, il y a Kim Il-sung et il y a Kim Jong-il maintenant. Et à l'époque, il n'y en avait qu'une. Et ça fait quand même 22 mètres de bronze, donc c'est assez gros. C'est très impressionnant quand on est devant ça. Donc je me retrouve là, devant cette énorme statue. Et je sais, moi, ce que je suis supposé de faire, c'est-à-dire que je dépose les fleurs et je salue, comme on fait là-bas, on salue. Et je me suis dit 2 choses Bon, prosterner, c'est un peu un grand mot, mais on va dire saluer, je pense que c'est la traduction correcte. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner sa vie ?
Et je me suis dit aussi, je crois qu'il y aura matière à faire un bouquin, parce que là, ça fait qu'une demi-heure que je suis là, et ma foi, c'est assez cocasse. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que quand, enfin moi, je ne sais pas si ça fait ça pour vous qui voyagez, mais quand on est projeté dans un contexte comme ça, vraiment différent, moi je suis assez stoïque et je me dis, voilà, ici c'est comme ça, ailleurs c'est différent, et je ne suis pas vraiment surpris en fait. C'est en revenant, une fois que je prends mes notes, mais sur place, même ça, on fait sur place, je me dis, bon voilà, on m'avait dit qu'il fallait que je fasse ça, je le fais, après on va bosser, la journée commence. Après, tous les jours, il y avait des trucs assez étonnants, parce que bon, c'est quand même la Corée du Nord, donc il y a des trucs très très curieux. Et donc voilà, c'est surtout en revenant. Je prends mes notes là-bas, je reviens, et après, alors c'était comment la Corée du Nord? Je dis, ben voilà, le premier jour, on me donne des fleurs, et là, je vois bien l'expression en face de moi, et je me dis, bah, c'est vrai que c'est bizarre quand même, hein. Et là, je me dis, ah, ça vaudrait peut-être la peine de faire un livre là-dessus. Évidemment, quand j'y étais, j'y pensais, et je me disais, bon, ça serait, voilà, faudrait faire un livre sur ça serait quand même intéressant. Mais bon, des fois, je prends le temps de mûrir un petit peu, un mois, et après je m'y mets et je commence avec simplement mes notes que j'avais. Et dans mes notes, c'est marrant parce que je vire de plus en plus paranoïaque, parce qu'au début, j'écris Kim Jong-il avec sa statue à la con, tout ça. Et petit à petit, on m'avait dit, ouais, il faut faire attention à ce qu'on écrit, parce que des fois, à la douane, ils contrôlent. Donc à la fin, je n'écrivais même plus Kim Jong-il, j'écrivais K1 et K2 pour Kim Jong-il et Kim Il-sung, le grand-père et le père. Ce qui est un peu absurde, parce que j'ai un peu caché mon carnet de notes, parce que s'il m'avait chopé ça, c'était fini. Enfin, je ne peux pas faire de livre, ça aurait été vraiment compliqué, juste avec les souvenirs. Ouais. Et ça, c'est un avantage que le dessin a, c'est-à-dire qu'on peut... Moi, j'ai dessiné de mémoire, en fait, surtout que j'ai fait... Avant l'Internet, aujourd'hui, on aurait des photos, je crois, de tout ça assez facilement, mais cette statue, même tout l'environnement, les images de ça, la plupart, c'est par mémoire, en fait, que je l'ai fait. J'ai un style qui est graphique, donc ça permet de l'évoquer assez simplement. Et donc, je fonctionne beaucoup comme ça. L'avantage, si j'avais un appareil photo, il aurait fallu que je bombarde, que je filme partout. Ça aurait été vu comme étant probablement très suspect. Moi, je suis allé là-bas sans appareil photo, parce que je me suis dit, justement, ben, je vais peut-être gagner leur confiance un peu plus facilement. Ce qui est arrivé, d'ailleurs, parce qu'au bout de 2 mois... je parlais avec mon guide et j'avais fait exprès parce qu'on avait une voiture qui nous était allouée et on nous ramenait du studio à l'hôtel en voiture. Ils ne voulaient pas qu'on ait le moins de contact avec les gens et pour eux, avoir une voiture, c'était un gros luxe. Donc à un moment, je lui ai dit... on ne pourra pas le faire en vélo. Et là, il hallucinait parce que pour lui, le vélo, c'était tellement has-been que d'avoir une voiture, c'était un luxe qui, lui, je crois, il n'aura pas parce qu'ils n'avaient même pas 2 repas par jour, ces gars-là. Je leur parlais et à un moment, j'ai compris que s'ils restaient à l'hôtel... Bon, après, je vais passer je ne vais pas rester trop longtemps sur la Corée du Nord, mais juste sur... Donc, lui, à un moment, le dimanche, j'ai dit, bah, rentre chez toi, reste pas avec nous à l'hôtel le dimanche, on se faisait un peu chier, il faut dire ce qu'il est. Et il disait, non, ça va, pas de problème. Enfin, à un moment, j'ai compris qu'au moins, lui, à l'hôtel, il bouffait 3 repas, alors que s'il est chez lui, peut-être qu'il n'a pas tout ça, sûrement pas, parce que moi, je me rappelle qu'à un moment, quand c'était le jour de paye, eh ben, il y avait des sacs de riz qui étaient accumulés dans une pièce et je me suis dit, mais vous faites quoi avec ces sacs de riz? Il dit, c'est jour de paye, comme si ça répondait à ma question. Et après, je les voyais qui partaient sur leur vélo avec un sac de riz, parce que l'argent avait moins de valeur qu'un sac de riz, en fait. Ils ne trouvaient pas du riz autant qu'ils voulaient. Donc voilà, la compagnie s'occupait de faire venir du riz pour qu'au moins ils rentrent chez eux. Et je me disais, c'est quand même... Bon, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais je me dis au moins, ces gars-là, juste avec le dessin, ils arrivent à donner du riz à leur famille. C'est quand même pas mal. Le dessin peut aider, même dans des pays comme ça. La Corée du Nord, mon 2e livre sort en 2001, je crois, ouais, et il fait grand bruit parce que personne n'allait en Corée du Nord et je me suis rendu compte, beaucoup de journalistes qui parlaient jamais de bande dessinée s'en sont emparés, ont fait des critiques dessus. Ils ont aimé le livre, mais aussi l'information qui était dedans, c'est-à-dire que se promener à hauteur de trottoir, les mains dans les poches en Corée du Nord, ça n'arrive pas. Il faut dire que c'est plutôt rare comme situation. Et donc voilà, je me retrouve et ça a été après traduit très rapidement dans plein de pays. Aujourd'hui, là, j'en ai, je crois, 27 des traductions. En croate, je crois, le dernier que j'ai eu. Donc, il est traduit dans plein de livres, c'est super.
Et évidemment, quand c'est sorti, ça a fait du bruit. Ils en ont vendu 15 000 à l'association. Donc là, c'était quand même, comparé à Shenzhen, on en a vendu 15 000. Mais il faut dire avant que Marjane Satrapi était passée par là et elle avait fait Persépolis. Elle était rendue au premier tome qui avait cassé la baraque et elle en a vendu beaucoup plus et elle avait ouvert des portes. C'est-à-dire que là, en étant chez moi, dans ma même maison d'édition, elle avait réussi à ce que la FNAC accepte des bouquins de l'association parce que sinon ils n'en prenaient pas pour des raisons un peu techniques. Donc là, on trouvait mes livres à la FNAC et voilà, on en a vendu plus. Donc on est passé de 2 à 15 000, ce qui était chouette. Et là, à un moment, je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer de faire que ça, de la bande dessinée. Et c'est ce qui est arrivé, parce que moi, qui me disais, bon, ça va, je suis venu en Europe, j'ai voyagé après avec mon travail. Là, je me suis dit, je vais rejoindre un petit atelier à Montpellier qui s'est ouvert. Et puis, j'ai bossé tranquillement ici, ça me va très bien. Et ma compagne qui travaille pour Médecins sans frontières m'a dit, maintenant que tu peux faire des grandes missions, on peut partir, genre moi, une année, tu me suis et tu fais ta BD dans ton coin. Donc en fait, Pyongyang, je l'ai dessiné à Addis Abeba. On était à Addis Abeba, on n'avait pas d'enfants. Donc pas d'enfants égale capacité de travail maximum. Et elle bossait beaucoup. Et moi, j'avais un petit endroit où je pouvais travailler. Et en fait, je me suis dit, je suis logé nourri. On est expat. Et puis, j'avais une petite table et j'ai travaillé, mais comme jamais de ma vie. Donc, je suis revenu avec l'album au complet fini, au bout d'1 an. Boum, à la sauce. Et je leur ai dit, voilà, c'est mon prochain bouquin. Et ça a fonctionné comme ça. Moi, je m'étais dit, je vais essayer d'arrêter le dessin animé. Et de faire que de la bande dessinée, voir si ça marche. Donc voilà, Pyongyang est sorti, il a bien marché, et je me suis dit, ma foi, c'est cool, je vais faire d'autres genres de livres, sauf que là, voilà, avec ma compagne, on décide de partir en Birmanie. Ça, c'était un peu plus tard. Entre-temps, j'ai fait un livre, un enfant. C'est le rythme que je faisais à l'époque. Je faisais un voyage, un livre, un enfant. Donc là, on se retrouve en mission avec... en Birmanie. Ils nous disent d'abord, on va vous envoyer au Guatemala. Au Guatemala. J'étais ravi, je me suis dit, enfin, après être passé, on va apprendre l'espagnol, parce que apprendre l'amharique en Éthiopie, c'est sûrement passionnant, mais après, tu sais très bien qu'en sortant de là-bas, tu pourras pas l'utiliser souvent. Pareil pour le birman, et puis pareil aussi pour le vietnamien. Donc, c'est des langues... dur à apprendre, et après, je mets l'espagnol, magnifique, enfin, il y a un continent à découvrir au complet. Donc, à la dernière minute, ils nous ont dit, non, trop dangereux, on n'envoie pas des familles là-bas, on va vous envoyer en Birmanie, on va vous envoyer à Rangoon, et ça, c'est l'époque qui ressemble à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire la junte serrait la vis, ça s'ouvrait pas du tout, on ne sentait pas d'ouverture. Il y avait eu les moines. Quand on est parti, il y a eu la révolution des moines, qui était une prémisse de ce qui s'est passé après. Mais quand nous, on est arrivés, il n'y avait pas d'étrangers à Rangoon. C'était vraiment tranquille. Les gens disaient c'est comme Bangkok dans les années 50. Voilà, c'est ce qu'on voyait comme bouquin là-bas. Donc j'arrive en Birmanie et je fonctionne un peu de la même façon. Sauf que là, j'ai mon fils, en fait, donc je m'occupe à moitié, dans la journée, à moitié de mon fils. On avait une nounou qui était à la maison et qui me le gardait l'après-midi. Donc j'allais bosser dans la même maison, mais je sortais et je rentrais par la porte de derrière. Comme ça, il pensait que j'allais bosser, parce que sinon c'était compliqué. S'il savait que j'étais dans la porte à 2 mètres, c'est fini, j'aurais pas pu travailler, c'est certain. Donc voilà, je travaillais sur des projets, et puis à un moment, je me suis dit, bon, ça sert à rien de travailler, parce que quand je suis allé en Éthiopie, j'ai fait que Pyongyang. J'ai visité un peu le pays qui était passionnant, mais j'ai pas pris de notes en fait. Donc je me suis dit, j'aurais peut-être pu prendre des notes, mais bon, c'était un ou l'autre à l'époque. Là, pour la Birmanie, je me suis dit, voilà, j'essaie de découvrir un peu, voir les gens, et c'est ce que j'ai fait, parce que j'avais pas trop le choix. Il fallait que je m'occupe du fiston qui était là. Et quand je me prenais dans le quartier, je me suis rendu compte assez rapidement que ma nounou se baladait avec ce petit garçon. Il était hyper mignon. Hein, et donc, voilà, elle avait fait balader dans toutes les maisons des voisins, parce que tout le monde le connaissait. Et il y a même ce vieux monsieur qui lui apprenait à dire bonjour en birman, et c'est Mingalaba.
Et après, quand je le revoyais, ce gars-là, il essayait pas du tout de m'enseigner le birman, je sais pas. Et avec les enfants, ça marchait. Ce qui est assez drôle quand on voyage avec des enfants, enfin, j'ai découvert en étant là-bas, en Birmanie, les pères transportent les enfants. Les pères ils sont très au contact des petits. C'est fascinant de voir ça dans d'autres pays. Et quand tu as un enfant, tu te retrouves avec d'autres pères. Et donc, les trottoirs sont tous défoncés. J'étais le seul gars, j'étais la seule personne avec une poussette là-dedans. Personne n'utilise des poussettes. Ils les prennent au bras. Donc, les Birmans, ils ont leur long ji, leur grande jupe. Et ils ont toujours les bébés dans les bras. Donc, ça développe quelque chose, j'imagine. Et je trouvais ça très mignon. Et ça ouvre des portes aussi d'avoir un petit bébé, on peut arriver et les gens, ah, petit bébé. Donc c'est assez chouette, c'est la première fois que je faisais ça. Et on était dans la maison de MSF au début, je ne sais pas pourquoi j'ai cet extrait-là, mais je vais vous le montrer. Et alors tous les médecins à MSF, ils fument des clopes. On était dans une maison avec air conditionné et je voyais, ils fumaient au-dessus de l'air conditionné et je me disais, et ça revient, j'ai regardé mon fils à côté, je me dis, ouais. Après ils ont été extrêmement gentils de nous laisser cette maison qui était très jolie. Et eux, ils ont trouvé des appartes pas terribles. On avait une jolie maison, alors que c'est pas tous les chefs de mission qui auraient fait ça. On a eu la chance d'en avoir un qui était vraiment humain, vraiment gentil. Donc voilà, comme j'ai un bébé, je me suis dit, tiens, je vais essayer de passer devant la maison de Aung San Suu Kyi, qui était au coin de la rue. Donc c'est ça, le médecin qui fumait, il me dit, t'as été passé devant la maison d'Aung San Suu Kyi? Je dis, ah, quoi? Et elle est là, elle est vivante. Enfin, je connaissais rien à rien. Et il me dit, ouais, elle habite au coin de la rue, tu peux pas passer devant la maison. Les Birmans peuvent passer, mais pas les étrangers. Et je me suis dit, ah, attends, avec un bébé, ils vont me laisser passer. Donc j'y vais, je leur dis n'importe quoi en français. Et ils me disent, mais fous-moi la paix. Et à un moment, ils me disent, bon, est-ce que tu es un étranger? Donc là, j'explique un peu quelle était la situation d'Aung San Suu Kyi. Aujourd'hui, c'est pire quand même. À l'époque, elle était dans sa maison en résidence surveillée. Voilà. Et il me dit à un moment, en anglais, êtes-vous un étranger? Donc là, c'est dur de ne pas dire autre chose que oui. Donc, il dit, bah, tu peux pas passer. Donc, bah, tant pis, ça marche pas, je rentre chez moi. Et là, je me dis, ah, c'est dommage. Et je me dis, tiens, je pourrais peut-être essayer chaque jour. Donc là, dans ma tête, je suis en train de me faire un film où je me dis, je vais revenir demain et après-demain. Et on est ici pour à peu près une année. Au bout de 365 fois, ils vont bien me laisser passer avec mon fiston, je ne peux pas croire. Il y aura sûrement des gens qui vont en parler, etc. Donc je me fais tout un film. Et je dis, allez, c'est parti. Demain, je reviens. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Yes. Le lendemain, bon, j'ai complètement oublié cette histoire. Et je suis avec mon fils et puis je lui donne la baignade. Et j'aime bien montrer ça dans la bande dessinée parce que moi, j'ai un regard... je ne suis pas un spécialiste du pays. Je suis un père de famille qui va passer une année là-bas. Et c'est ce que j'aime dans les bandes dessinées autobiographiques. Là, c'est le voyage, il y a le côté exotique que je montre un peu. Je montre aussi la vie au quotidien, les petits trucs rigolos, parce que j'aime bien pas juste faire un guide touristique, mais de montrer ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai trouvé drôle, marrant. Donc après, quand je reviens, je prends mes notes, je les lis, et je me dis, bon, ça c'était intéressant, ça c'était drôle, ça c'était cocasse, et je le mets dans le livre. Donc ça fait une espèce de grand patchwork, un peu comme une grande carte postale que j'écrirais à ma famille pour leur dire voilà, j'ai vécu ça pendant cette année-là. Et j'aime bien, dès le début, dans les premières histoires, montrer au lecteur voilà, moi je suis, voilà, j'arrive là en Birmanie, je connais rien. Et en gros, de leur dire l'information que vous allez avoir vient de moi. Et moi, ce que je sais sur le pays, c'est ça, pas grand-chose. Et puis on verra ce qu'on découvrira ensemble. J'ai l'impression, beaucoup, quand je fais ces livres, de prendre le lecteur par la main et de refaire le voyage avec lui et de lui dire « Ah oui, là, c'est vrai, il y avait ça qui était drôle. Et, ah oui, là, j'ai rencontré machin. » Donc, c'est une espèce de grande soirée de diapositives, mais voilà, un peu plus animée, j'espère. Donc ça, c'était la Birmanie. Ce que j'aime aussi dans la bande dessinée, c'est qu'il y a plusieurs formats. C'est toujours format de narration. C'est ça que j'aime, c'est-à-dire qu'on peut faire... un texte, avoir un dialogue. À la fin, Médecins sans frontières décide de quitter la Birmanie pour des raisons très saines, en fait. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'on leur a dit « vous allez pouvoir travailler avec telle population qui est en difficulté », mais ils les faisaient mijoter dans la capitale. Et pendant ce temps-là, MSF travaillait avec les gens de la capitale, mais le but était d'aller beaucoup plus loin. Donc à un moment, ils se sont dit « on est manipulé par le gouvernement. Donc si c'est comme ça, on va partir. » Donc voilà, ils ont vraiment un questionnement sain. C'était passionnant de voir ça, d'en parler avec eux. Et à un moment, ils sont partis quand on était là. Donc il y a une grande discussion où le chef de mission, c'est vraiment là, une narration très basique, parce que je lui pose des questions, il répond. Et ce qui est important, c'est le texte. Donc je le mets en avant. Je ne fais pas des décors pendant qu'on a
un dialogue important. Et après, il y a d'autres formes dans la BD, c'est-à-dire on peut avoir que du dessin qui donne des formes d'ambiance, un dialogue direct, un texte off. Donc voilà, et ce que j'aime, c'est que c'est très efficace. On peut pas, si dans une page, on met pas trop de texte, on met 5-6 phrases, 8 maximum, fait pas trop. Et moi, ça me convient bien. J'aime bien être assez direct. Et là, dans cette anecdote-là, par exemple, il n'y a pas de texte. C'est-à-dire qu'on entendait en Birmanie des vendeurs comme ça qui passaient dans la rue. Et je demande, ça c'était le watchman, il y a quelqu'un qui s'occupait de l'entrée. Et donc voilà, j'ai dit donc il l'appelle pour moi et on déguste ce truc qui est une espèce de yaourt sucré. Et j'en file à mon fils, mais je ne l'ai pas dessiné. Je tiens à le souligner. Et c'était très bon. Je dévore tout ça. Et soudain, j'ai comme le ventre qui commence à faire des gargouillis. Donc voilà. Et j'aime bien d'alterner d'un à l'autre. Et le rire qu'on a quand on lit une bande dessinée et qu'il n'y a pas de texte et que tout à coup on a juste quelque chose qui est en image est différent du rire qu'on aura si c'est un humour avec un texte ou avec beaucoup de texte, avec tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'aime moi dans la bande dessinée, c'est cette multiplicité de narration. Et on en a plein, on veut raconter quelque chose et on se dit avec ça va être mieux, ou avec ça va être plus efficace, et ça va être plus évocateur, et ça va être plus direct. Donc ouais, moi pour ça je trouve que la bande dessinée a vraiment quelque chose de très très fort. La bande dessinée arrive aussi à raconter l'humour facilement, ça on le sait. Et le côté pédagogique, à mon époque, on ne le faisait pas beaucoup. Maintenant, on le fait énormément. C'est-à-dire qu'il y a des livres de bande dessinée qui sont uniquement pédagogiques, qui expliquent des choses. Dans la peau de Thomas Pesquet, on voit toute la préparation d'un astronaute, c'est très technique. Mais la bande dessinée arrive très bien à faire des dessins rigolos et à expliquer 2-3 trucs, le gaz, l'explosion, comment ça se passe. Et moi, j'aime bien ça, j'adore ça. Donc, de temps en temps, en Birmanie, ou après, quand je suis allé à Jérusalem, parce qu'on a continué à fonctionner comme ça avec ma compagne. Donc, je suis rentré, j'ai fait un livre, un enfant, et on est reparti à Jérusalem. Donc là, mon petit garçon était plus grand et ma fille, elle avait 1 an et demi, je crois, tant qu'on se repose un peu. Et donc, voilà, Jérusalem, en capitale. Donc, l'ambiance était un peu comme aujourd'hui. Ça chauffait, en fait. Ça chauffe tout le temps là-bas. Ça chauffe tout le temps. Et quand on y était, pourtant, de loin, ça paraissait calme, mais il y avait toujours des échauffourées. Il y avait un gars avec son bulldozer qui avait commencé à rouler sur les bagnoles. Ça, c'était juste avant qu'on arrive, donc c'était un peu chaud. Aujourd'hui, là, ça chauffe pas mal. Donc là, c'est autre chose. Mais quand on y était, il y a eu l'opération Plan Durci que j'ai mis dans la bande dessinée, tout ça. Donc ça, c'est mon 4e livre de voyage. Je vous le présente un petit peu, après je vais passer à autre chose. Et en fait, on a passé une année à Jérusalem. Et j'ai fonctionné de la même façon. Je prends des notes, je les écris sur le quotidien, qui ne sont pas... Franchement, ça ne ferait pas un livre, hein. Je ne pourrais pas éditer ça, mais c'est juste pour moi. Quand je reviens, je me dis, ah oui, c'est vrai, là, cette journée-là, j'avais rencontré... des dames qui s'occupaient de faire du monitoring, comme on dit en bon français, sur les checkpoints, et je les ai suivis. Donc ça me rappelle ça, j'ai 2-3 notes, et puis l'évocation et l'écrit fait que j'arrive à m'y retrouver. Et donc voilà, les premiers jours, c'est assez cocasse parce que nous, on a récupéré la maison de celui qu'on remplaçait dans la partie est, donc Jérusalem, arabe de Jérusalem. Moi, j'avais vu des photos de Jérusalem et c'était assez moderne. Il y a des cafés tout branchés avec des gens qui sont sur des VPN sur Internet. Et je me suis dit, oh, ça va être cool. Et en fait, la partie est de Jérusalem, c'est très différent. C'est un peu laissé à l'abandon parce que la ville ne s'occupe pas trop de la partie... Voilà, c'est compliqué. Mais bon, la partie est assez abandonnée. Donc, je me lève et puis je découvre D'abord, on arrive la nuit, donc je me réveille le matin et on se fait réveiller parce qu'on était à côté de, attention, 4 mosquées, hein, il n'y en avait pas qu'une. Et donc, quand c'est nouveau, on s'habitue, mais quand c'est nouveau, ça surprend.
Après, les enfants, ils s'habituaient un peu moins quand même, ça les réveillait de temps en temps. Et je découvre la bibliothèque où tous les gens sont passés, ont laissé des livres, donc ça c'est marrant parce que c'est que des gens du voyage, donc il y a des livres, il y avait Corto Maltese, il y avait, ça c'est quand on était en Éthiopie, il y avait Corto Maltese, les Éthiopiques, je crois qu'il y avait 3, il y en avait 3. Il y avait à Jérusalem, qu'est-ce qu'il y avait? Enfin, il y avait des classiques comme ça qu'on retrouvait. Et bon, je me balade dans le quartier, je découvre et je me rends compte que là-bas, on brûle les poubelles parce que la ville ne vient pas les chercher, donc ils brûlent et c'est pour ça qu'il y a une odeur de plastique qui donne un peu mal à la tête. Et en fait, c'est assez à abandonner. Donc, je fonctionne beaucoup comme ça. J'aime bien montrer qui je suis, d'où vont venir les informations. C'est-à-dire que j'explique bien au début de la bande dessinée que moi, je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Orient et qu'en fait, je ne connaissais pas trop le conflit parce que d'ailleurs, on ne devait pas aller à Jérusalem. Je ne me rappelle plus où c'est qu'on devait aller. Mais c'est à la fin, ils nous disent « Ah, ben, ça va être Jérusalem ». Et je me suis dit « Bon, ok, on verra ». Et je ne connaissais pas le conflit, en fait. Les grandes lignes, mais moi, quand je dis connaître, il faut que je puisse avoir un débat là-dessus. Maintenant, je connais mieux, c'est sûr. Donc, en étant une année là-bas, je me suis dit « On verra ce qu'on peut découvrir ». Et je le mets dans la bande dessinée. Voilà, ça, c'est jour du Shabbat. Je pensais... Et à Jérusalem, c'est très respecté. Hein. Il n'y a personne dans la rue, alors que j'avais découvert la ville. Je me dis, allons-y, tu vas voir, le samedi, il y a plein de monde. Tu vas voir, il y a plein de monde en ville, c'est chouette. Et voilà, c'était comme ça. Donc, j'ai passé une partie de l'année aussi à faire des croquis, parce que avec les 2 enfants, ça m'occupait pas mal la semaine. Parce que là, oups, surprise, il faut les mettre à l'école. Et là, l'école, c'était loin, il fallait y aller en voiture. Donc, la vie normale, mais dans une nouvelle ville, il y a plein de trucs à installer au début. Et surprise, les nounous, ça coûtait plus cher qu'en Europe. Donc, on va peut-être fonctionner différemment. Donc, différemment, c'est qui? Qui va s'en occuper. Ce qui est tout à fait normal, hein. Ma femme travaillait. Donc voilà, je m'occupais des enfants beaucoup plus. Le vendredi, je me prenais un peu de temps pour aller faire des croquis et je m'étais dit, je vais essayer de vivre là à fond ce que je peux vivre à Jérusalem. J'avais rencontré quelqu'un qui était un peu dans ma situation, qui voulait visiter des trucs et on est allé voir alors des camps de réfugiés. On est allé voir aussi, on avait entendu parler c'était les militaires qui sont un peu dégoûtés par ce qui se passe qui eux ont vécu comment dire, ça s'appelle Breaking the Silence. Donc c'est des militaires qui offrent des tours, donc des visites guidées dans les parties occupées, et qui montrent un peu comment ça se passe, et qui, eux, ont dénoncé comment ça se passait. Donc c'est assez rare, et c'est assez brave de leur part de faire ça. Et ça marche bien. Enfin, moi, je suis allé voir leur visite guidée, c'était passionnant. Et il y avait aussi l'opposé, c'est-à-dire qu'il y avait des settlers, donc des colons qui proposaient aussi des visites. Donc j'ai fait ça parce que tant qu'à être là-bas, je me suis dit, allons-y à fond. Donc je prends mes petites notes, et en revenant, je réécris ça à ma façon. Et je passais un peu de temps à faire des croquis, et je fonctionnais de la même façon, c'est-à-dire qu'en revenant, je reviens chez moi, j'ai attendu 1 mois ou 2, et en revenant, franchement, de Jérusalem, je m'étais dit, c'est trop compliqué. Parce que quand j'étais là-bas, on était, nous, dans la partie arabe, où on avait comme voisins des gens qu'on a rencontrés qui étaient étrangers, il y avait le journaliste de France 24 qui était adorable, il y avait des gens qui travaillaient à l'ONU, et eux, ils connaissaient la situation, mais très très bien. Donc quand j'avais une question, tout de suite, j'avais une tonne d'informations, et je m'étais dit, j'arrivais pas à faire un bouquin là-dessus, parce que il y aura trop de trucs à raconter, ça va être une espèce de thèse. J'ai pas envie d'écrire un doctorat en BD, donc je voyais pas trop par quel coin le prendre. Et en fait, en revenant, j'ai attendu 1 mois, puis j'ai commencé par mes notes, simplement en regardant la première journée. Il fallait que j'achète des couches pour ma fille, et on était passé devant un magasin qui avait l'air ouvert. Donc après, je dis à la fille, faudrait que j'aille acheter des couches. J'ai vu qu'un magasin est ouvert, on peut y aller. Elle dit, comme on travaille pour une ONG, on essaie de ne pas encourager les colonies, et ça, c'est dans une colonie. C'était juste un peu plus loin. Je dis, ouais, mais c'est juste là-bas. Donc là, on est samedi, les magasins juifs sont fermés, c'est Shabbat. Et tout était comme ça, donc je me suis dit, juste pour acheter des couches, il faut s'en poser des questions. Donc j'ai commencé avec la première journée, et petit à petit, ça s'est fait. Et puis j'ai essayé d'équilibrer pour expliquer, contrairement à la Birmanie, où là la différence c'était qu'en Birmanie, on ne connaît pas le pays. Donc là je pouvais
traçait les grandes lignes et les gens s'y retrouvaient et apprenaient des choses. Mais là, Jérusalem, quand même, on connaît en gros les problèmes, le conflit. Et je me dis, il faut quand même que je raconte la base et que j'aille un peu plus loin, que ce soit intéressant parce qu'on connaît un peu plus. Donc il fallait là que ça soit un peu plus appuyé. Et aussi, de cœur, il y a des trucs que j'avais envie de pas laisser de côté. En fait, quand on va sur l'esplanade des mosquées, qui a été encore utilisée de façon politique la semaine dernière, pour mettre le feu aux poudres encore, eh ben, on pense à ça. On pense à Ariel Sharon qui est allé sur l'esplanade des mosquées, qui a mis le feu aux poudres, ça a fait la deuxième intifada. On pense à l'autre facho là, qui est allé sur l'esplanade des mosquées la semaine dernière, parce que c'est vraiment un facho. Mais bon, et quand j'y suis allé, parce que c'était un peu compliqué, en fait, c'est juste très très beau comme endroit. Ça vous... Il y a cette mosquée, il y a le dôme du Rocher, qui ne sont pas la même chose, tout le monde confond. Et je me dis, voilà, je pourrais peut-être faire... Et je savais très bien qu'en étant là-bas, je me dis, je peux faire 1 page et demie en BD, et je vais expliquer en gros ce que c'est. Et voilà, je me suis dit, dans le livre, je le fais. Donc il y avait des trucs comme ça que j'avais envie de mettre, un peu tout. Voilà, ça fait un gros bouquin. Il est sorti en novembre, et déjà celui de la Birmanie avait marché beaucoup, parce que là, j'étais passé chez un autre éditeur, Delcourt, parce qu'en fait, l'association n'avait pas pris mon livre pour X ou Y raison. Ils étaient en train de s'engueuler et de se séparer un peu. Ils ont dit, on va pas prendre l'album. Je me suis retrouvé chez Delcourt parce qu'il y avait Lewis Trondheim qui a une collection là-bas. Je le connaissais de chez l'association. Il a dit, bah, s'ils sont assez fous pour pas le prendre, moi je le veux dans ma nouvelle collection. Chez Delcourt. Moi, j'avais bien envie d'aller chez un gros éditeur parce que je me rappelais de l'époque de Shenzhen où les gros éditeurs, jamais ils auraient pris un livre comme ça, en fait. Donc là, voilà, ça a été un gros succès. Chronique birmane, ça s'est vendu à je ne sais plus à combien. Et après, je sors Jérusalem et puis voilà, je gagne le Fauve d'Or, donc le meilleur BD à Angoulême. Donc là, ça a été énorme. Ça s'est vendu à Tire-Larigot. Et avec ça, voilà, ça m'a permis d'avoir, c'est-à-dire un confort artistique en vendant beaucoup de livres comme Chronique de Jérusalem, pour pouvoir après faire des livres assez différents que des livres de voyage. Et là, dans cette deuxième partie, je vais passer à d'autres livres que le voyage, et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait après cette gorgée. Alors, dans mes voyages, moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient vraiment des voyages extraordinaires à raconter, parce que les gens qui font de l'humanitaire, ils se retrouvent dans des situations invraisemblables, dans des paysages extraordinaires, et je me disais, tous ces gens-là pourraient faire des BD et raconter leurs trucs. Encore faut-il le raconter de façon... voilà, ça se fait un peu, mais j'ai rencontré après un gars... j'avais parlé de lui parce que son histoire m'avait fasciné dans Shenzhen. Il s'était fait kidnapper, ce gars-là, et je me rappelle d'avoir lu l'histoire de Libération, de l'otage de MSF qui s'était échappé lui-même, en fait. Ça m'avait fasciné. J'en avais parlé dans Shenzhen, en fait. Et après, comme ma compagne travaille toujours pour Médecins sans frontières, un jour, je l'ai rencontré. Il y a quelqu'un qui a dit, tiens, Christophe qui est là, tu l'évoques dans ta bande dessinée. Donc, c'est là, Christophe André est kidnappé, et puis après, il s'était évadé. Ça m'a toujours fasciné, le kidnapping, perdre sa liberté. Tous, on se dit, qu'est-ce que je ferais, moi, dans cette situation-là? Je le rencontre, Christophe, il me raconte toute son histoire, et je l'enregistre, et ça me prend 15 ans, en fait, pour faire la bande dessinée, parce que je le mets de côté, je me dis, tiens, je vais faire le livre sur Pyongyang, je vais faire le livre sur... Donc, il y avait toujours un livre de voyage qui arrivait, et en plus, comme ça grossissait, le public, les attentes et tout, en fait, c'est chouette à faire aussi, hein, quand il y a un retour comme ça. Mais là, je me suis dit, voilà, j'ai fini. Après Jérusalem, on s'est installé. Maintenant, on bouge plus. On a posé nos valises. Les enfants ont grandi. Maintenant, ils sont grands. Ils ont 19 et 16 ans. Donc, depuis, on n'a pas refait d'autres gros voyages comme ça parce que, voilà, moi, c'était la famille avant tout. Et on n'a pas envie de les trimballer comme ça, à gauche, à droite, tout le temps. Ouais, c'est un autre genre de vie, quand même.
donc voilà, je me dis, je vais parler sur l'histoire de Christophe André, qui a été, lui, kidnappé pendant 111 jours, et à un moment, il a réussi à s'évader. Donc à 4 heures du matin, il se retrouve dans un village tchétchène, et comme il me dit, et là, c'est par où l'ambassade en fait, comment tu fais? Et ouais, ils sont arrivés la nuit, et puis ils se sont fait passer pour la police, et puis ils ont fait traverser la frontière, il s'est retrouvé en Tchétchénie, probablement. Et ça a duré comme ça longtemps. Et il me racontait chaque détail. Et là, je trouvais ça fascinant. Je me suis dit, un jour, il faudrait le mettre en bande dessinée. J'avais fait une première version que j'ai mis de côté. Et après, quand je l'ai repris, je me suis dit, non, c'est pas ça, il faut que je fasse autre chose. Et c'est un bouquin où, là, c'est l'antithèse du voyage, parce que je pense les 300 premières pages, il est dans une pièce blanche, en fait. Et il se pose beaucoup de questions, et c'est ça qui me fascinait. J'avais envie de savoir comment on tient psychologiquement quand on est dans une situation comme ça. Un livre peut-être pas facile à faire et aussi à lire, parce que c'est l'enfermement. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu pendant le confinement. Je me disais, c'est pas une bonne idée, ouais, mais je l'ai revu sortir beaucoup, parce que, ouais, non, je comprends pas pourquoi on lit ça dans le confinement. Et donc voilà, c'était un livre qui me tenait beaucoup à cœur. Et après, voilà, il y a toute la partie où il s'évade et il s'en va. Donc c'est un livre qui a été très très long à faire. J'aurais pas pu le faire dans d'autres conditions artistiques que celles que j'avais. C'est-à-dire que pendant 1 an, j'ai travaillé dans mon coin, je l'ai montré à personne, et après je l'ai montré à des éditeurs en me disant, j'espère que ça va leur plaire, sinon, bah, tant pis, c'est un année de fichu. Mais j'avais une liberté artistique qui me permettait de faire ça, et c'était vraiment super. Donc maintenant, je fais que de la bande dessinée. Donc voilà, moi, ce que j'aime dans la bande dessinée, c'est... moi, je viens du dessin, donc j'ai toujours eu envie de faire des dessins. D'une bande dessinée à l'autre, ça change, en fait, parce que avec Christophe, je voulais avoir quelque chose d'un peu plus réaliste, mais quand même, moi, je ne veux pas faire du photographique, donc c'était une ambiance plus croquis. Je dessinais sur des feuilles volantes, je scannais, je revenais. Et chaque livre s'impose un peu par lui-même, d'une certaine façon. Après, j'ai voulu faire des livres. Celui-là, comme il fait 400 pages, après, je me dis, je vais faire des petits livres tranquilles. Ouais, je vais me calmer. Et je vais faire... et j'ai fait des livres... comment ça s'appelle Le Guide du mauvais père. J'ai pas d'exemple là-dessus. Donc voilà, j'ai fait 4 tomes. Je pensais pas en faire 4, mais les enfants grandissant, il y avait quand même des trucs un peu cocasses qui se passaient à la maison que j'ai mis en image. Et ça a étonnamment bien marché. Donc c'était assez chouette à faire. Donc avant de vous laisser ce soir, je voulais peut-être, j'ai préparé ça tout à l'heure dans mon atelier qui ressemble à ça, parce que j'ai une photo de l'atelier qui est là. C'est pas ce qu'il est, j'ai mis ça. Je l'avais tout à l'heure. Là-dedans peut-être. Non. Je ne l'ai pas recopié. Donc voilà, j'ai été convié après pour faire des livres différents. Donc moi, ça me plaît bien en fait, parce que quand je regarde les vieux auteurs, Maurice qui a fait Lucky Luke toute sa vie, Franquin qui a fait Gaston, qui a fait son style, et à la fin il a fait Les Idées Noires, et mon Dieu, quel chef-d'œuvre. On se dit pourquoi ils n'ont pas fait des trucs Hergé? Pourquoi il a pas fait... Il a fait, ouais, Josette et Joko, mais bon, on le retient trop pas pour ça. Mais Maurice, grand dessinateur, moi j'aurais bien aimé qu'il nous fasse un truc différent de Lucky Luke, qu'il nous fasse, je sais pas, de la science-fiction, n'importe quoi. Donc moi ça me plaît bien. Je connais Lewis qui habite à Montpellier, et puis il a sa série Donjon, que la plupart de mes lecteurs connaissent pas. C'est du fantastique rigolo. Et c'est un Game of Thrones, mais avec des personnages un peu plus loufoques. C'est un peu pour adolescents. Et il m'a convié à faire ça. Et ça m'a beaucoup plu de dessiner des morts vivants, des trucs comme ça. Et puis de travailler avec Lewis, parce que c'est une grande série. Il y a plusieurs niveaux. Et moi, je suis sur un de ces niveaux qui se télescope avec un autre. Et donc, c'est très cocasse de se retrouver dans la maison avec Lewis, et qui te raconte que là, il y a les elfes qui vont ouvrir le coffre magique. Et là, et je me rappelais absolument pas de tous ces albums qu'il a fait avant. Et j'étais là, ouais, coffre magique, comment je vais me rappeler de tout ça? Et ils ont fait tout un storyboard que je suivais. Et alors les images se faisaient comme ça, je vais le montrer parce que ça c'était avant ou après. Donc comme c'est mis en couleur, je voulais que ça soit un peu plus charbonneux. Donc je me suis amusé à faire un dessin un peu plus sophistiqué. Et si vous remarquez, c'est-à-dire que les personnages qui sont là, ils ont changé. Là c'était des éléphants.
Donc moi j'arrive chez Lewis, j'ai dit voilà, j'ai fait cette case, ça m'a pris un temps fou. Il me dit ah ouais, mais le problème c'est que les éléphants ça peut être que des mages, j'ai oublié le nom, qui ont une fonction spéciale dans toute la série et ils peuvent pas être là. Donc j'ai dit t'es sérieux? Et donc j'ai repris le truc et j'ai dit t'en as d'autres des trucs comme ça, parce qu'il faudrait peut-être les mettre sur un petit post-it et puis le faire passer aux auteurs qui travaillent sur votre truc. Donc j'ai fait des facocheurs, voilà. C'est pas si mal. Donc maintenant, je suis sur un autre projet qui a rien à voir. Ça, c'est encore c'est encore Donjon. C'est un peu comment se fait une image. Donc voilà, le matin croquis, l'après-midi on le reprend. J'avais fait le design du petit coffre qui est là pour être certain de mon coup. Et après voilà, je l'encre. C'est fait avec des crayons. C'est même pas de la plume, ça. C'est juste du crayon à billes. Voilà, c'est du crayon à billes noir, tout simplement. Et c'est le personnage qui sort du coffre magique et ça donne ça. Et une fois en couleur, ça donne ça. C'est pas moi qui a fait les couleurs. C'est toujours la même personne qui s'appelle Walter qui fait tous les. Donc ça part de ça et ça et ça. C'est assez magique. Donc le matin, j'arrive, je me dis et le soir, ben voilà, il y a une demi-page de fait, et ça avance. Et voilà, c'est le quotidien. Et ce qui est marrant dans cette séquence, c'est que il fallait que je l'envoie à Boulet, qui est un autre auteur de BD, qui fait une autre partie de la série, parce que le même moment arrive, mais vu par un autre personnage derrière. Donc il fallait qu'il ait la référence et qu'il puisse redire ça. Donc quand son album est sorti, j'avais hâte de voir cette page pour voir comment il avait dessiné. Je vous invite à aller voir ça. Là, je ne l'ai pas avec moi. Là, je travaille sur quelque chose d'autre. Je vais terminer là-dessus, puis après passer à des questions si vous voulez. C'est mon prochain album. J'ai toujours eu envie de... Moi, j'ai fait de l'autobiographie, et après, j'ai commencé à faire de l'autobiographie avec les enfants, où là, j'épaissis un peu la ligne. J'exagère un peu les choses parce que j'explique pas une ville, une politique, et comme dans d'autres livres, parce que je me permets pas de mettre de la fiction dans un livre comme Shenzhen, Pyongyang, Chronique de Jérusalem ou Chronique Birmane, parce que si je mettais de la fiction, les lecteurs pourraient pas démêler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, donc ça n'a pas sa place. Donc voilà, je relis mes notes et je fonctionne qu'avec mes notes. Donc avec de l'humour, où je parle juste de mes enfants et la petite vie de famille, là je me permets d'épaissir un peu le trait. Quoique, j'ai quand même proposé à mon fils d'utiliser la tronçonneuse. Mais bon, à 3 ans, je sais pas, ça lui faisait peur, donc il n'a pas fait. Et j'avais envie de faire quelque chose d'assez différent. Pas fiction complètement, ça me fait un peu peur de faire de la fiction, partir de rien. Donc je voulais parler de faire une biographie, de prendre un personnage. Donc j'ai hésité entre quelques-uns et j'ai choisi un personnage qui est un photographe. C'est pour ça que si vous allez voir l'expo qui est en haut, j'ai commenté dans la vidéo qui est présentée. Il y a plusieurs gens qui parlent. Moi, on m'a proposé plusieurs livres, dont un qui était des vieilles photos de 1886, je crois, de Jérusalem. Donc c'était passionnant parce que ça me rappelait, il y a des endroits qui n'ont pas du tout bougé, et certains, oui, donc ça s'est transformé. Et c'est des photos qui ont été faites en 86, donc ça ne peut pas être imprimé sur la page, c'est collé, donc c'est vraiment un vieux format. Et justement, je suis en train de parler d'un photographe qui a commencé sa carrière au tout début de la photographie, qui s'appelle Edward Muybridge, qui est un Anglais, et qui a pris les toutes premières photos en Alaska, qui a voyagé, qui est devenu un grand photographe, et qui après, c'est lui qui a photographié le cheval au galop, ces images qu'on voit en ombre chinoise souvent, d'un cheval qui galopait, à une époque où la photographie instantanée n'était pas inventée et n'allait pas être inventée avant au moins 10-15 ans. Donc lui, il avait vraiment fait un système qui est assez étonnant. Et bon, il avait un sponsor qui était l'homme le plus riche des États-Unis. Donc je raconte tout ça. Et ça sera mon prochain livre. Donc là, j'en suis à la page 66, comme je vous disais tout à l'heure. Et à un moment, lui, bon, c'est un peu croustillant parce qu'il a tué à bout portant l'amant de sa femme. Et ça, c'est une séquence où c'est lui qui va se faire tuer au milieu. Donc c'est historique, c'est pas comme si je spoilais. Et ce qui se passe avec ça, je vous montre pas une séquence, mais juste comment moi je travaille. C'est-à-dire que maintenant, je dessine avec quelque chose de bleu, je fais l'encre dessus. Après, avec plume pinceau. Moi, je travaille toujours sur papier. Je suis dans un atelier où on est une dizaine qui travaillent avec l'image, des illustrateurs, des gens qui sont dans le dessin animé.
Et moi, je fais de la bande dessinée. On est 2 ou 3 à faire de la BD. Et ils sont tous sur de la Cintiq. Ils sont tous passés maintenant soit à l'iPad, ils dessinent là-dessus. Moi, je suis resté sur le papier. Je sais pas, moi j'aime bien. Je comprends pas pourquoi on a envie de passer sa journée devant un écran. Déjà, on le fait beaucoup le soir. Donc, je fais plume pinceau, la bonne vieille plume sergent major et de langue de Chine. Ça coûte pas cher et ça marche assez bien. Après, par contre, je le scanne et maintenant je fais les noirs à la machine, c'est-à-dire que le pot de peinture, et ça va quand même beaucoup plus vite parce que bon, un album qui fait 100, 150, 200 pages. Et c'est quand même pas mal de se dire au début, moi je trouve, pour pas s'éterniser. Je veux quand même que ça sorte dans l'année. J'aimerais bien que ça sorte l'année prochaine, à peu près à cette date. Donc voilà, il faut que je termine en septembre, octobre, dans ces eaux-là. Et il faut que ça avance. Donc voilà, c'est la technique que j'ai trouvée pour faire ça. Ça se passe la nuit, hein, donc il y a beaucoup de noir. Donc c'est mon fonctionnement pour ce photographe. Qui est là, d'ailleurs, au milieu. Donc là, il se fait choper. Donc, et ça, c'est la page. J'arrive pas maintenant à faire une page par jour. Alors, sur Chronique de Jérusalem, j'arrivais le matin, je faisais ma page et ça allait assez vite. Et d'ailleurs, j'ai un extrait, tiens, de ça. Ça doit être ça. Tiens, je vais vous montrer comment je travaille. Donc la journée, ça se passe. Ça c'était sur Chronique de Jérusalem. Là, je faisais le texte à la main, maintenant je le fais en machine. J'arrive à faire attendez. C'est trop compliqué. Donc je reviens sur mes dessins. Ouais, ben non, tant pis. Et maintenant, voilà. Ah, j'ai d'autres trucs qui bougent. Ouais, j'ai ça. Donc ça, c'était pour Arte qui présentait des trucs de... Ça, c'est un autre album que j'ai fait qui s'appelle Chronique de jeunesse, où je me suis dit, tiens, je veux bien faire une forme d'autobiographie. Il y a beaucoup de formes qu'on peut faire avec l'autobiographie. Je me disais, je peux peut-être travailler sur des souvenirs. Je me rappelle d'avoir eu cette image-là, cette idée-là, quand j'avais à peu près 30 ans. Et je me suis dit, je vais quand même pas parler de mes souvenirs à 30 ans. Après 50 bien passés, maintenant je m'autorise parce que j'ai travaillé en usine quand j'étais jeune et je me suis dit c'était un peu comme un pays parce qu'il y avait tout un monde là-dedans avec des ouvriers, une usine de pâte et papier comme on dit au Québec où on travaillait de nuit, il faisait chaud, c'était assez physique. Et donc voilà, j'ai voulu faire ça aussi et maintenant, et c'est après ça que je fais quelque chose de biographique sur ce personnage qui s'appelle Muybridge.